Ben, tout le monde est là, je pense. Bon après-midi à tous. Aujourd'hui, je vais présenter Émilie Champagne, qui est chercheure à la direction de la recherche forestière. Puis elle va nous parler d'un sujet dont j'ai jamais entendu parler. Émilie, c'est la co-directrice de mon projet de recherche. C'est une spécialiste du broutement, aussi niveau expert en statistique, quand même, je dirais. Puis Émilie travaille sur des projets de migration assistée, notamment dans le cadre du gros projet DREAM, dont je crois qu'elle va nous parler aujourd'hui et nous présenter un peu qu'est-ce qu'ils font dans ce super projet-là qui relie à la fois le Canada et les États-Unis dans des projets de migration assistée. Également, Émilie a fait ses études à l'Université Laval de Québec, donc on vient les deux de Québec aussi. Elle a travaillé notamment à l'île d'Anticosti, dans les gros projets qu'il y a eu là-bas, puis en Outaouais, vers ici, mais plus dans la Haute-Gatineau, c'est ça? Oui, puis dans le Ouais, Pontiac. dans Pontiac, j'avais oublié. Donc, c'est ça, je lui laisserai la parole pour la suite de la présentation aujourd'hui. Merci, Rebecca. Euh, J'espère que là, on m'a dit que j'allais peut-être décevoir des gens. Je vais parler de broutement, là, mais pas en début de présentation. Parce que hein, il y a des gens qui le savent ici, il y a un monde entre quand on écrit le résumé et on prépare une présentation. Donc, ceux qui l'ont lu, ben, vous savez peut-être que j'avais marqué beaucoup de choses de broutement. Je les ai gardés pour comme la deuxième partie de cette présentation-là. Puis, j'espère que personne n'était au café forestier de l'OIFQ la semaine passée virtuellement parce que le début, c'est la même affaire. Si vous étiez, c'est un bonus après. Fait que là, maintenant que j'ai fait mes précisions pour pas décevoir personne, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'adaptation de forêt au changement climatique en présence de CRUD. Puis on va parler de migration assistée, mais on va commencer par parler de pourquoi on veut adapter nos forêts au changement climatique. Et là, oui, ça marche. Ben, si vous ne le savez pas, au Québec, notre foresterie, notre sylviculture se place dans un cadre d'aménagement écosystémique. Et l'aménagement écosystémique, ça consiste à s'inspirer des processus naturels de la dynamique forestière pour l'aménagement de nos forêts. Donc, on essaie, somme toute, de reproduire des régimes de perturbation. J'apprends rien à personne ici en disant qu'avec les modifications du climat, avec les changements climatiques, on s'attend à des modifications du climat et des régimes de perturbation et même à l'apparition de nouveaux risques. On peut penser à des nouveaux ravageurs, on peut penser peut-être à des endroits où il y aurait des sécheresses où il n'y en avait pas vraiment avant. C'est ce qui motive les forestiers, les aménagistes à modifier la sylviculture pour faire ce qu'on appelle une sylviculture d'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de la sylviculture d'adaptation, on est assez chanceux en fait parce que la foresterie dispose de tout un coffre à outils d'action qui peuvent être réutilisés, recyclés d'une certaine façon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, on va prendre un exemple concret. L'éclaircie pré-commerciale et commerciale, c'est un traitement sylvicole qui est habituellement utilisé pour augmenter la croissance diamétrale des tiges résiduelles. On réduit la densité en choisissant des beaux arbres, beaux selon les critères là, de nos ingénieurs forestiers. Et les arbres résiduels ont une meilleure croissance parce qu'il y a moins de compétition. Dans un contexte de changement climatique, on pourrait utiliser aussi les éclaircies pour diminuer la vulnérabilité à la sécheresse parce qu'on diminue l'interception des précipitations, la compétition pour l'eau et on favorise la croissance racinaire des arbres résiduels. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de migration assistée, puis contrairement à l'éclaircie et aux outils qu'on a déjà dans notre coffre à outils, la migration assistée, c'est relativement nouveau. C'est pas complètement nouveau, là. Les forestiers ont toujours déplacé des espèces, ont toujours planté des arbres, mais l'idée derrière la migration assistée est quand même audacieuse, là. C'est en fait, on part du concept que avec les changements climatiques, les habitats favorables pour les arbres migrent, se déplacent plus rapidement que la vitesse de migration naturelle des arbres. Vous avez l'exemple ici de l'érable à sucre où on estime que son habitat se déplace à une vitesse de 4,5 km par an, alors que la capacité de migration naturelle de cet arbre-là est à peine d'1,67 km par an. Je ne sais pas comment ces calculs-là ont été faits. Je vous conseille les références qui sont au bas ici. Avec la migration assistée, on va aller faire
accélérer la migration naturelle des arbres en les plantant. Et il y a différents types de migration assistée possibles. On peut faire une migration assistée des populations, où on va aller déplacer des provenances à l'intérieur de l'aire de répartition existante de l'espèce. On peut aider les arbres à faire une expansion de leur aire de répartition en allant faire des plantations à la marge des aires de répartition qui existent actuellement. Ou on peut aller un peu plus loin, un peu plus potentiellement risqué, en déplaçant des espèces beaucoup plus loin que leur aire de répartition actuelle. Je vous ai pas mis ni pour l'expansion assistée de l'aire de répartition, ni pour la migration assistée des distances là, de migration, parce que ça reste assez flou en concept. Là, ce que quelqu'un considérait comme une expansion versus un déplacement de l'espèce, ça peut être matière à discussion. Il y a de nombreux défis pour la mise en action de la migration assistée. La migration assistée des essences, on en fait des provenances, on en fait déjà au Québec. C'est pratique courante là, dans ce qui est produit comme plan forestier. Mais d'aller vraiment déplacer plus loin encore ou pour des espèces pour lesquelles on n'a pas de test de provenance ou encore déplacer des espèces, ça, c'est du nouveau. Et il y a des défis dans le choix des essences et des provenances. Qu'est-ce qu'on déplace? Pour quelles raisons? Est-ce que ce sera des raisons de conservation, des raisons écologiques, des raisons de production de bois? Quelles sources de semences on utilise? Une fois qu'on a décidé d'où on veut qu'elles viennent, ces semences-là, comment on se les procure? C'est pas aussi simple que ça en a l'air. La production de plants est un très, très gros enjeu parce que les pépinières vivent actuellement beaucoup d'enjeux avec les changements climatiques déjà. Donc là, on rajoute une couche de complexité en allant produire de nouvelles provenances, de nouvelles essences. Dans un contexte aussi de raréfaction de la main-d'œuvre, on a besoin d'ouvriers sylvicoles pour produire des plants. Ensuite, où est-ce qu'on va faire la migration assistée? Quel type de peuplement? Où est-ce qu'on veut privilégier ça comme action? On ne plantera jamais l'entièreté de la forêt publique en migration assistée. C'est pas l'idée qui est là. Où est-ce qu'on fait ça? Et dans quel contexte sylvicole? Avec quel type de coupe? Avec quel type de traitement d'éducation par la suite on veut faire ça? Pour répondre en partie à ces questions-là, j'ai des collègues qui ont créé le réseau DREAM. Puis en fait, à la base, c'était plus l'idée d'avoir deux expériences sœurs de migration assistée. Une aux États-Unis, sous la supervision d'Alex Royo et Kristen Kern du USDA Forest Service, et une au Québec avec Patricia Raymond, ma collègue à la direction de la recherche forestière. Le magnifique code QR, c'est simplement là, le site web DREAM où il y a plein d'offres d'étudiants gradués pour le futur. Quand vous aurez fini les projets que vous avez actuellement, là, je ne vais pas aller voler des étudiants, c'est pas une très bonne pratique. L'idée de mes collègues, c'était d'intégrer des différentes disciplines de modélisation, d'écologie de sylviculture et de physiologie dans des tests de migration assistée qui pourraient informer la pratique opérationnelle. Et ça a mené là, en ce moment à 9 sites qui sont à différents niveaux d'implantation. Le plus vieux étant la réserve faunique de Port-Neuf, donc on est à l'ouest de Québec, le site du lac des Amanites qui a été planté en 2018. Les sites aux États-Unis sont en cours d'implantation. Ils ont eu beaucoup de difficultés en termes financiers. Et maintenant, au Québec, en fait, on a vraiment là, 4 sites. Le site du Lac-à-Charles, le deuxième site dans la réserve faunique de Port-Neuf, a été planté cet été. Il va y avoir un site à la forêt Montmorency qui a été coupé cet automne et qui va être planté l'année prochaine. Et un site à la forêt de Simon-Couche qui a été planté cet été également. C'est été financé par le plan d'une économie verte. Aujourd'hui, je vais vous donner des résultats liés au premier site du lac des Amanites parce que ça fait plus de 5 ans qu'on a un suivi des plants dans une sapinière à bouleau jaune. C'est aussi parce que c'est vraiment représentatif là, de l'idée qu'il y avait derrière le réseau DREAM, derrière la première version du plan d'expérience. C'est un plan d'expérience factoriel en tiroir, donc simplement les traitements sont imbriqués les uns dans les autres. On a tout d'abord un traitement de coupe où la moitié des plants, des 10 000 plants, ont été plantés à découvert dans une coupe totale. C'est des parquets relativement petits là, de 1,2 hectares.
et l'autre moitié a été plantée sous couvert partiel dans une coupe progressive régulière où 40% de la surface terrière a été enlevée. Les coupes ont eu lieu en 2016 et en 2017, il y a également eu un scarifiage dans la coupe totale pour préparer le terrain pour la plantation. C'est un autre défi, j'ai pas parlé en migration assistée, mais si on plante pas juste dans de la forêt boréale, préparer le terrain, c'est pas aussi facile que ça peut le sembler. À l'intérieur de ces traitements de coupe-là, on a un traitement d'exclusion des grands herbivores avec des clôtures qui ont été installées en 2017 également. Puis la moitié encore là, de chacun de ces traitements-là, il y a eu un traitement de contrôle de la végétation concurrente où on a fait un dégagement mécanique autour des plants en 2020, les plants ayant été mis en terre en 2018 entre août et septembre. Est-ce que j'avais? Ah oui. Et depuis, on a un suivi automnal de l'état de ces plants et de la croissance, ainsi qu'un suivi écophysiologique là, à l'été. Et ce, pour les 10 000 plants. Ils ont tous été suivis individuellement. Ça, c'est une quantité de données qui est assez importante. J'ai mis quel... Ah oui, non. Excusez, parce que d'habitude, j'ai le en mode présentation, fait que là, je suis capable de me dire qu'est-ce que j'avais mis déjà. Fait que je serais juste surprise par mes diapos. C'est pas vraiment un problème. Je vous parle de plants depuis tantôt. Vous demandez peut-être quelles espèces on a plantées. Une caractéristique du projet, c'est de vouloir faire des plantations mixtes. Donc, il y a des essences résineuses et des essences feuillues. Et là, dans ce tableau-là, vous pouvez voir que pour 3 essences, sont déjà présentes dans la réserve faunique de Portneuf, dans la sapinière à Boulots-Jaunes. Et le climat futur est prévu pour être défavorable pour ces essences-là. On parle vers la fin de siècle, je crois. C'est nos 2 épinettes, ainsi que le tuya occidental. Pour 3 autres essences, on prévoit un climat futur favorable, puis ils sont déjà présentes. Donc, ça va rester bon pour elles. Nos 2 pins et les rabats à sucre. Puis finalement, nos 3 dernières, ça représente un nouvel habitat. Donc là, on aurait un cas plus de migration assistée des espèces avec le cerisier tardif, le chêne rouge et le carrier ovale. Il y a un autre niveau de traitement, oui, encore, et statistiquement, c'est difficile et ça ne converge pas toujours, mais c'est ça qui a été fait. Puis, en fait, c'est un traitement qui est super intéressant. Vous vous rappelez, il n'y a pas juste la question de migrer des espèces, il y a la question de migrer des provenances. Ici, on a pour chaque essence 3 analogues climatiques. Un analogue climatique, c'est une région qui va nous fournir les semences où le climat actuel est similaire au climat prédit pour le futur au site de plantation. Et ça, c'est l'aspect modélisation là, du côté DREAM, où c'est fait à partir de modélisation. Je n'en suis pas une experte, mais je vous explique tout de même que ça ressemble à ceci. Donc, sur la carte que vous voyez ici, plus le mauve est foncé, plus le climat actuel à ces sites-là est similaire au climat prédit pour 2050, donc la mi-siècle, à la réserve faunique de Portneuf. Et ce, pour un scénario d'émission RCP 8.5. Ça, c'est basé sur 3-4 paramètres climatiques. Il me semble que c'est la température annuelle, peut-être la température au printemps, les précipitations. Il faudrait que je revérifie, là. Je m'excuse, je ne l'ai pas fait avant. On a également consulté là, des scénarios 4.5 et 6.5. Ça représente des régions où on peut aller chercher notre analogue climatique. Ce que ça a donné en termes là, de sources de semences pour chacune de nos espèces, bien, vous avez en vert notre analogue climat actuel, c'est-à-dire des sources de semences ou de climat en ce moment, au moment où les modélisations ont été faites, en 2017-2016, étaient similaires au climat actuel à la réserve faunique de Portneuf. On a notre analogue de mi-siècle, 2050, en orange, fait que vers le sud du Québec, et un analogue de fin de siècle, où là, les sources de semences sont réparties un peu plus largement nord-est des États-Unis, Nouvelle-Écosse, puis on en a une toute petite ici, là, dans le sud du Québec. Pour les essences pour lesquelles la réserve faunique de Portneuf est un nouvel habitat, on est allé le plus proche possible de Québec, en fonction de ce qui était disponible. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très, très difficile de s'approvisionner en semences. Quelques photos avant de plonger là, dans des résultats. Donc, en 2019, sur l'année suivant la plantation, vous voyez cette petite épinette qui débourre et qui est très heureuse. Et à droite, vous avez le traitement de coupe totale où on voit encore le scarifiage.
Puis, vous voyez peut-être là les exclos ici, là, sur la gauche, là, très légers. On a des beaucoup plus beaux exclos dans notre nouvelle expérience, mais ceux-là font quand même très bien la job. Ensuite, 2021, donc 4 ans après la coupe, 4-5 ans après la coupe, vous avez à gauche la coupe progressive régulière avec, là, on les voit pas très bien, là, mais chacune des petites tiges oranges, c'est les plants qui ont été plantés à distance de 2 mètres en chaque. Et à droite, vous avez la coupe totale, encore une fois, avec en premier plan ce qui a été dégagé, puis à l'arrière-plan, l'espèce de mur de cerisier de Pennsylvanie, la zone non dégagée. Puis on peut voir que la végétation compétitrice, il y en a suffisamment. 2024, avec donc cet automne, à gauche, en coupe totale, et le pin rouge ici, c'est un de nos arbres qui a été planté. Ça va très, très bien. Puis là, vous avez ici, en coupe partielle, un chêne rouge. Je crois qu'il y a un micro de diable. Oui, oui, c'est bon, il est fermé. On continue. C'était une belle interruption. Ça me permet de prendre ça va me permettre de prendre un souffle. Juste de vérifier que je vais bien l'entendre. Ça se peut que je prenne moins de temps que prévu, ça me laisse plus de temps pour les questions, mais je vais essayer de ne pas non plus vous pitcher l'information trop rapidement. Donc, on est à 5 ans de suivi à chaque année sur ces plans-là. Et mes collègues et moi, Daniel Dumais et Patricia Raymond, on a décidé de faire ce qu'on appelle notre trilogie d'articles. C'est plus excitant de présenter comme ça. Daniel s'occupe du côté acclimatation avec un suivi écophysiologique. Puis son article est revenu là, dans les derniers jours avec des révisions majeures qui étaient réellement mineures. Donc, si tout va bien, ça devrait être publié en 2025. Patricia est en train de terminer d'écrire, de rédiger pour des analyses de survie et de croissance après 5 ans. Et moi, je travaille sur mes analyses pour quelque chose d'un peu différent là, sur les dommages qu'ont subis les plants et les impacts sur la survie. Puis je vous en parle là, un petit peu plus loin, là, même si c'est vraiment en progrès constant. Parlant de survie, c'est souvent ce qui nous intrigue le plus. On déplace des plants. Comment a été la survie après 5 ans? Bien, de manière générale, ça dépasse vraiment les attentes. Toutes les essences, on est à plus de 80% des plants qui ont survécu, à l'exception du carrier ovale. Le carrier ovale, je vous en parlerai pas beaucoup dans la présentation parce que ça va pas bien. En fait, la production du carrier est un peu plus difficile. C'est le seul plant qui a été produit à racines nues. Puis on savait pas au moment là, de demander la production à la pépinière que ça prenait 2 ans à produire, contrairement à tous les autres feuillus où on a un plant là, en une saison de croissance plairait à planter. Donc, il a été planté une année après, conditions climatiques un peu différentes, racines nues un peu plus difficiles à planter. Donc, un taux qui est quand même plus bas, là, mais bon, quand même à plus de 60% là, des arbres qui sont encore vivants 5 ans après. Pas une énorme croissance, mais ils sont là. Il y a pour certaines essences des effets des traitements, soit la coupe, le dégagement, les exclos, ou des différences entre des analogues climatiques, mais je vous en parlerai pas. Parce que je voulais vous parler plutôt de la croissance. Les différences ne sont pas là, énormes. Surtout les exclos, je vous dirai un peu plus tard pourquoi, mais c'est pas, il n'y a pas encore des grands effets d'exclos, pas à cet enjeu. De manière générale, là, en coupe totale, la majorité des essences poussent mieux. Pas un résultat super surprenant. Là, sont produits en pépinière en pleine lumière, on les met en pleine lumière, puis ils vont très bien. Mais quand même. On a une meilleure croissance en hauteur pour presque tous, une meilleure croissance en diamètre au collet pour toutes les essences et 3-4 fois plus grande chez les résidus. Ça ressemble à ça. Je vous ai mis juste un exemple. 3 exemples, en fait, de ce que ça nous donne. Vous avez ici l'accroissement annuel moyen en diamètre au collet, parce qu'on n'a pas, pendant les 5 premières années, il y a très peu de plants qui sont rendus à avoir un diamètre à hauteur de poitrine. Pas que maintenant, c'est en train de changer, là. En fonction de la coupe totale et de la coupe progressive régulière. Vous avez également ici le traitement de dégagement, donc en bleu dégagé, en rouge non dégagé. La forme de violon, c'est la distribution des données brutes et le point et l'intervalle de confiance, c'est l'estimé du modèle à l'intervalle de confiance. Les dernières conventions ici, les lettres différentes indiquent des résultats statistiquement différents.
Donc, ce qu'on voit pour l'érable à sucre, c'est une différence statistiquement significative, là, mais quand même faible, un meilleur accroissement annuel moyen, c'est quand même des diamètres, des millimètres par année, là, donc une pas grosse différence, mais tout de même, qui est plus grande en coupe totale qu'en coupe partielle. C'est la même chose pour les épinettes, mais la meilleure croissance se trouve pour les plants dégagés en coupe totale. Il y a aussi beaucoup plus de variabilité. Puis je parlais à une collègue généticienne la semaine passée qui a vu ma présentation, puis elle disait, ah ben ça, là, c'est vraiment trippant parce qu'en fait, c'est qu'en coupe totale, c'est probablement en partie la génétique qui s'exprime parce qu'ils ont les conditions idéales de croissance. On lui a dit, oui, il y a peut-être ça, mais la variabilité pourrait être aussi expliquée par la variabilité du micro-environnement autour, où est-ce qu'ils ont été plantés, est-ce qu'ils sont sur un sillon, est-ce qu'ils sont dans un creux. Il y a ces choses-là là, qui nous resteraient à explorer. Il y a encore une fois, là, selon les essences, des effets des autres traitements et quelques différences légères entre analogues climatiques, mais il n'y a pas de grande tendance là, qui se dessine. Je vais plutôt vous montrer pour les différences entre analogues climatiques ce que mon collègue Daniel a trouvé en potentiel hydrique. Et là, s'il vous plaît, pas de questions après sur le potentiel hydrique, je ne saurais pas répondre. Peut-être que quelqu'un ici va pouvoir plus le faire. Mais Daniel m'a expliqué, le potentiel hydrique, plus la valeur est positive, là, il y aurait les plants auraient une meilleure capacité à tolérer les sécheresses. Ce qu'on voit sur ce graphique-là, pour l'érable à sucre, mais c'est le cas pour nos 3 essences feuillues que Daniel a étudiées, donc Paul Carrier, le cerisier, le chêne et l'érable à sucre, mais c'est qu'en coupe progressive, là où le couvert fait une certaine protection, là, déjà du microclimat, puis on garde un peu plus d'humidité, moins haute température, on a une capacité à tolérer les sécheresses qui est égale entre nos analogues. Mais en coupe totale, nos analogues de mi-siècle et de fin de siècle auraient une meilleure capacité à tolérer les sécheresses. Puis encore une fois, je rajoute une couche d'informations là-dessus de ma discussion avec notre amie généticienne. Puis elle nous disait, bien, nos analogues représentent des semences qui ont été produites par des arbres qui sont adaptés, qui ont fait leur croissance dans le passé. Donc, les sources locales ont déjà comme une espèce de retard sur le climat qui a déjà changé. Donc, elle n'était pas particulièrement surprise. Mais dans un contexte de migration assistée où on se demande où est-ce qu'on va les prendre, nos provenances, puis jusqu'où on peut déplacer des provenances, bien, moi, je vois quand même quelque chose de vraiment pertinent à voir que le mi-siècle et le fin de siècle, donc des distances qui sont quand même beaucoup plus grandes, des plants qui proviennent du nord-est des États-Unis, ils ont cette meilleure capacité-là tout de même. On arrive dans la partie là, que je vous disais qui est en développement. J'ai tout de même des graphiques pour vous, j'ai juste pas de chiffres. Il y a plusieurs plants qui ont subi des perturbations. Que ce soit du broutement, ici vous avez un pin blanc là, brouté probablement par un cerf ou un orignal. Les deux sont présents à la réserve faunique de Portneuf dans ces sites-là. Et si vous avez du gel tardif qui est arrivé en 2021, on faisait un suivi phénologique, fait que ça nous a permis d'être sûr que c'était un cas de gel qui est arrivé sur un chêne là, qui fait perdre des tiges, en fait toute la croissance là, qui était en train de se faire. Mais on a aussi des pathologies fongiques. Nos pins blancs sont affectés par la rouille. On a des pertes de tiges apicales pour lesquelles on n'est pas nécessairement capable d'identifier là, une cause claire. Débris mécaniques, il se passe toutes sortes de choses dans cette plantation. Ce qu'on remarque, c'est que le type de dommage dépend fortement de l'espèce. Je vous donne un exemple. Ici, ce graphique-là, plus la surface est grande, plus on a répertorié souvent cette perturbation-là. C'est pas sur le total des plants. Hein. La majorité des plants vont très, très bien. Mais ceux qui ont eu des perturbations, qu'est-ce qu'on répertorie? Principalement de la perte d'aiguilles chez l'épinette blanche, des insectes et des maladies, du broutement, qui doit être du broutement du lièvre, parce que l'épinette blanche n'est pas vraiment broutée par les cervidés. Des têtes mortes, des arbres non débourrés, des arbres écrasés par la neige. Mais ça, on regarde le chêne rouge, on a un portrait qui est complètement différent. On a un nombre aussi de perturbations là, qui est complètement différent. Je retourne en arrière. Aussi, ici, on arrivait comme à un 450
perturbations. Là, je dis pas arbre parce qu'un même arbre pourrait avoir plusieurs de ces choses-là, mais 450 perturbations, puis un peut être perturbé plusieurs années de fil. On arrive à plus de 1250 arbres pour ce qui est du chêne rouge sur un millier d'arbres par essence. Mais on a une grosse dominance des têtes mortes qui est en partie liée au gel, comme je vous l'ai montré, qui peut être lié à du broutement, qui pourrait être lié aussi à insectes et maladies. Puis on a toutes sortes d'autres perturbations qui se passent. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de savoir c'est quoi la relation entre ces dommages-là et la survie. On va visiter une plantation, on est 2 ans après, 3 ans après, on voit un arbre qui est endommagé. Est-ce que c'est fini? Est-ce que cet arbre-là va mourir? Est-ce que cet arbre-là va produire une tige qui est intéressante en foresterie? C'est la question que je me pose. Sur le graphique que vous avez ici, vous avez les arbres qui sont sains. Donc là, c'est le chêne rouge. Donc, il y a quand même beaucoup d'arbres perturbés en bleu. Et bon, vous avez les morts ici là, en rouge. Puis, ce que le graphique nous permet de voir, c'est les flux entre ces différentes catégories-là au cours des années. Puis, je vais profiter, je vais vous laisser absorber là, pendant que je me prends une gorgée. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quand même une mortalité qui est progressive et régulière d'année en année. Beaucoup d'échanges entre les catégories de plants sains là, qui ont l'air d'aller bien sur le terrain, puis ceux qui sont perturbés. Mais vraiment, là, juste ceux qui contribuent à l'augmentation du segment mortalité, c'est à la fois des plants qui partent de sains et des plants un peu qui partent de perturbés, mais pas de façon là, disproportionnée. Donc, c'est pas nécessairement les plants qui sont perturbés qui meurent. Et ça, je vous le montre pour le chêne rouge, c'est comme ça pour toutes mes autres essences. Les effets qui sont très similaires. Là, j'ai fait apparaître gel tardif là, mais je vous en reparle après. Donc, mortalité progressive, pas nécessairement liée aux éléments perturbateurs que nous identifions. Ce que je suis en train de faire, c'est de quantifier les probabilités de survie selon les dommages et l'effet des traitements avec des modèles multi-états, qui sont des modèles qui nous viennent du milieu médical, qui nous servent à regarder la progression d'une maladie. Donc, on peut, dans une maladie, avoir plusieurs stades de maladie et passer à y mourir. Est-ce qu'on part de la catégorie 1 à un décès, etc. C'est des modèles qui existent et qui me permettent d'aller mesurer les probabilités de transition entre ces différentes catégories-là en fonction des traitements. Et ça m'intéresse particulièrement en fonction des traitements, pas juste parce que on se dit, bon, on fait des traitements sylvicoles pour... Le but, c'est un peu d'aller protéger ces plants-là. Là. L'idée de la coupe progressive, c'est ça, c'est d'aller faire un environnement un petit peu moins dur que la coupe totale. S'il y a un gel tardif, ben, ça n'arrivera peut-être pas là. Et c'est le cas, c'est ce qu'on pense qu'on va voir avec le chêne parce qu'en 2021, bon, comme je l'ai dit plus tôt, on a identifié un événement de gel tardif et j'ai une étudiante au bac dans son projet de fin d'études qui a regardé la proportion des chênes là, selon le type de coupe. Et là, cette fois-ci, la coupe partielle est à gauche. Là. Mais la quasi-totalité des chênes qui avaient subi du gel se trouvaient en coupe totale. Le graphique de violon ici ne nous rend pas nécessairement service là, parce que ce qui fait qu'il y a ça ici et ça ici, je pense que c'est un seul point. Donc, vraiment, là, la vaste majorité, c'est qu'en quasi-totalité, ça s'est arrivé en coupe totale, le gel, et pas en coupe partielle. C'est d'aller voir aussi est-ce que le dégagement de la végétation, laissant les chênes plus exposés, pourrait augmenter aussi ce risque-là. Donc, c'est d'aller voir comment nos traitements influencent la probabilité d'être perturbé et à partir de là, la probabilité de mourir. Si je vous résume le 50 suivi, on a des résultats plutôt encourageants sur notre capacité à déplacer des provenances, notre capacité à déplacer des essences, grande survie, des bonnes croissances aussi de manière générale. Puis, nos résultats de gel tardif, mais aussi les résultats écophysiologiques suggèrent qu'on peut utiliser les traitements sylvicoles pour diminuer les stress et favoriser l'acclimatation des plantes pendant cette phase là, qui est critique de leur rétablissement. Mais on a peu d'effets d'exo pour l'instant. Et c'est là qu'on arrive dans les questions de broutement. Pourquoi? Bien, les cervidés vont surtout aller manger les plantes ligneuses l'hiver.
Fait que dans les premières années, on est parti avec des plans qui nous arrivaient à peu près là, vous voyez pas à distance, là, mais mon genou, puis moi, mon genou, il est pas très haut à partir du sol, là. Fait qu'il était pas très haut. 30 cm peut-être à livraison, les épinettes, puis ça, c'est quand même des grandes épinettes, là. Donc, ils vont passer plusieurs années à être protégés en partie sous couvert de neige. Puis la réserve faunique de Portneuf, c'est quand même un endroit où on a un bon couvert de neige. Fait qu'avant de réellement voir un impact du broutement là, qui est important, ben, ça prend des plans là, qui soient un peu plus grands et aussi plus attractifs. Là, ça devient une meilleure ressource. Fait que c'est une partie de la réponse. Et pourquoi on en parle quand même du broutement si ça n'affecte pas les premières années? Puis pourquoi on va mettre des clôtures? Parce que vous devez vous en douter, là, mettre des clôtures en forêt. Puis en fait, Frédéric est là. Frédéric, mettre des clôtures en forêt, c'est facile, hein? c'est pas cher non plus. Tu sais, non, c'est vraiment difficile de mettre des clôtures en forêt. Pourquoi s'intéresser au broutement? Et je vais vous amener progressivement là, dans les résultats de projets que j'ai faits à mon arrivée à la DRF là, en 2018. L'impact du broutement, sur la régénération, il peut être très, très important. C'est sûr que je ne vous ai pas mis ici une photo là, de quelque chose de bénin. C'est une photo qui a été prise en Gaspésie, où le broutement de l'orignal à répétition là, sur des bouleaux peut créer des échecs de régénération, puis vraiment des espèces de trouées forestières là, où il ne se passe rien plus haut que ma tête. Avec les changements climatiques, en plus, on s'attend à des augmentations de densité de certains cervidés, particulièrement le rat des forêts, le cerf de Virginie, parce que le cerf de Virginie, la mortalité est surtout hivernale due aux conditions rudes. Donc, si les hivers sont plus doux, moins de mortalité, plus de mouvement. Et leur distribution tend à augmenter. Vous avez un résultat ici pour l'Alberta. Alors que c'est même pas, je pense, le cervidé dominant, là, mais ça, c'est les gains potentiels pour 2050 d'habitat du cerf de Virginie. Le cerf de Virginie, je dis rat des forêts, c'est parce que il s'accommode très, très bien là, de la présence des humains anthropiques. Donc, il est vraiment favorisé par non seulement les changements climatiques, mais les changements globaux. Donc, on peut se demander ce sera quoi l'impact du broutement sur la sylviculture d'adaptation. Puis, est-ce que, bon, les gens là, puis à cette époque-là, c'était les gens autres que moi, mais moi, est-ce que je me préoccupe, quand je pense à la migration assistée, à l'impact potentiel des cervidés? Est-ce que les autres stratégies d'adaptation considèrent la présence? Pour répondre à cette question-là, on a fait une revue systématique de littérature sur l'impact des ongulés. Donc, majoritairement des cervidés, là, mais ça inclut quelques autres espèces. Cette revue de littérature-là comprenait 57 références, donc la majorité publiée dans les 10 dernières années. J'aurais dû mettre à jour ma diapo, c'est plus les 15 dernières années maintenant. Ça. Et avec des références majoritairement là, des États-Unis, du Canada et de l'Europe, mais aussi quelques autres en Australie où il y a des cerfs qui ont été introduits et qui sont parfois problématiques. La majorité de ces références-là considèrent les ongulés comme une menace à l'adaptation des forêts au changement climatique. Donc, pour que ces études-là rentrent dans notre revue systématique, elles devaient parler d'adaptation au changement climatique et de cervidés. Il y en a quand même là, certaines qui parlaient de cervidés, mais qui ne considéraient pas que c'était une menace potentielle. Dans ce qu'on a trouvé de stratégies d'adaptation à l'intérieur de ces articles-là, on a divisé ça en deux, là, soit des objectifs d'aménagement et des outils sylvicoles qui sont utilisés. Donc, les objectifs, qu'est-ce qu'on veut pour notre forêt? Les outils sylvicoles, comment on fait pour atteindre ces objectifs-là? Quel type de coupe, éclaircie, etc. Il y avait 3 catégories d'objectifs. On a catégorisé en 3 les objectifs qui étaient nommés pour l'adaptation. Il y a certaines stratégies d'adaptation qui visent à obtenir des compositions d'essences, soit conserver des essences sensibles, favoriser des essences résistantes et résilientes. Puis à ce moment-là, l'impact des herbivores va être basé sur leurs préférences alimentaires. Donc, si on veut favoriser une essence qui n'est pas broutée, il ne devrait pas avoir un énorme problème. Il y en a d'autres qui visent à augmenter la diversité de manière générale des peuplements, des assemblages d'essences, des communautés écologiques. Puis à ce moment-là, c'est un peu plus incertain l'effet du broutement parce que la relation entre diversité et broutement
assez incertaine. Là, il n'y a pas beaucoup d'études. Certaines qui montrent dans des forêts peu diversifiées une augmentation de la pression de broutement s'il y a une plus grande diversité, mais on passe de 2 espèces à 5. Là. Donc, c'est pas nécessairement représentatif. Une partie de mes travaux en Outaouais de doctorat montraient plutôt une diminution là, du broutement dans des placettes plus diversifiées parce qu'on diminuait le nombre d'essences qui étaient hautement sélectionnées. Donc, c'est pas 100% clair. Puis, dans le fond, si on veut augmenter la diversité ou un assemblage différent, ben c'est encore là, ça va dépendre de la sélectivité des préférences des herbivores qui sont prêts. Finalement, il y a des stratégies d'adaptation qui visent à préserver les forêts pour avoir d'échecs de régénération et éviter la transition vers de nouveaux ou à favoriser la transition vers certains nouveaux écosystèmes. C'est un peu plus compliqué celui-là, mais on sait, de par une littérature assez abondante, que les ongulés, les cervidés peuvent générer des nouveaux états alternatifs stables. La figure que vous avez ici, ça va être publié prochainement dans le livre Deer of the World. C'est vraiment un titre accrochant. C'est Alex Royot et moi qui avons pensé à illustrer le concept avec ça, où, on a des attributs là, de manière générale. Ici, je vous ai mis une photo d'Anticosti où on a ce qui arrive à Anticosti si on met un exclos. Puis ce qui arrive parfois à Anticosti lorsqu'on ne met pas d'exclos, là, un milieu là, qui est complètement ouvert. Donc, il y a une certaine intensité de broutement où on peut tomber à un autre état des écosystèmes. Puis, l'argument qu'on développait, c'est que, bon, avec les changements climatiques, ça se pourrait que la pression nécessaire pour passer à ce nouvel écosystème-là ben, soit plus faible. Mais c'est théorique, là, ce modèle-là, bien qu'on sache là, que ces transitions-là existent. Finalement, en termes d'outils sylvicoles, l'impact potentiel des cervidés, ben, comme je vous l'ai dit au début, la sylviculture, la foresterie a un grand coffre à outils, puis on peut les réutiliser pour l'adaptation au changement climatique. Donc, la plupart recommandaient des pratiques existantes, comme l'aménagement écosystémique. Puis, il existe déjà beaucoup d'études sur l'impact des cervidés, des ongulés sur ces pratiques-là. Par exemple, si on fait une coupe par trouée, il y en a des études là-dessus. Donc, on est capable quand même, dans un contexte d'aménagement, d'aller chercher dans ce qui a déjà été étudié. Pour la migration assistée, par contre, on a moins d'informations. Il y a déjà assez peu d'études qui ont des plans en terre de migration assistée et qui les ont depuis assez longtemps pour obtenir des résultats. Moi, quand je suis arrivée dans le projet en 2018, les plans étaient sous ce format-là, c'est-à-dire le format cassette. Ça, c'était la grande livraison de plans. Donc, on ne pouvait pas vraiment aller savoir quel allait être l'impact du broutement sur ces plans-là, outre que, bon, on met des plans, ça se peut qu'ils soient broutés, mais dans le concept particulier où on déplace des essences, des provenances et des espèces. Donc, j'ai voulu évaluer le potentiel de résistance au broutement à l'aide de la composition chimique. J'ai fait une revue de littérature systématique pour évaluer quels composés étaient les plus liés au broutement dans la littérature. J'ai établi un profil de composition chimique pour nos essences et nos provenances. Puis, on a comparé ça vraiment de façon qualitative. Bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vais vous présenter ces résultats-là. C'est sûr que ce qui va être intéressant dans le futur, ça va être de le comparer aux résultats dans notre expérience, mais cet aspect-là n'a pas encore été fait. À l'aide de notre revue de la littérature et aussi de nos possibilités analytiques, c'est souvent une contrainte là, quand on veut étudier des questions de broutement ou peu importe dans quoi, en composition chimique, qu'est-ce qu'on a accès comme laboratoire, qu'est-ce qu'on a comme fond. On a fait quelques analyses. Là, ça, c'était mes magnifiques échantillons une fois broyés. Donc, on a décidé d'évaluer certains éléments nutritifs, donc l'azote, qui est un proxy assez usuel là, quand on parle de broutement, de la quantité de protéines et donc du côté attractif des plants. On a fait des analyses de fibres. Certaines sont digestibles, comme la cellulose, donc c'est une ressource alimentaire là, plus recherchée, mais d'autres sont indigestibles. Même si les cervidés sont capables d'en prendre une certaine partie, là, ils vont éviter les grandes quantités de lignine. Puis, on a mesuré des composés de défense, les flavonoïdes, qui est un groupe de composés phénoliques, et pour les conifères, les terpènes. On ne l'a pas fait pour les feuillus parce qu'ils sont généralement là, plus faibles en terpènes.
Et on a tout mis ça ensemble dans une analyse en composantes principales. Si vous n'êtes pas familier avec l'analyse en composantes principales, ça consiste, écoutez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas expliqué, fait que je viens de me rendre compte que je ne me rendrai pas dans l'explication. C'est une analyse multivariée. OK? On a plusieurs variables, puis on veut les résumer, la variation entre nos échantillons. Donc, chaque point est un échantillon. Et après ça, les axes veulent rien dire. Et on a un premier axe ici qui explique une grande partie de la variance. Puis, on voit comment, nos échantillons sont des valeurs sur cet axe-là, mais aussi liés à ce qu'on appelle les loadings, qui sont nos composés. Et parce qu'ici, les valeurs négatives étaient liées à la cellulose et les valeurs positives liées à la lignine et aux flavonoïdes, c'est aux azotes, là, à l'azote, mais à ces deux-là, on est allé qualifier les valeurs positives comme étant plus associées à de la résistance au broutement, tandis que les valeurs négatives seraient associées plus à la susceptibilité au broutement. Et je vous avais caché les essences. C'est pour vous dire qu'on était réconfortés de voir, en fait, ça fit avec ce qu'on trouve. De ce côté-ci, on trouve nos conifères. Puis on le sait que les conifères sont habituellement moins sélectionnés que les feuillus et de moins bonnes ressources que les feuillus, et que ce ne soit pas là, une relation qui est parfaite. On a fait le même processus pour les analogues là, climatiques, mais je ne vous montrerai pas de résultats. À partir de ces données-là, ben, on a classé nos essences de potentiellement très résistantes au broutement à potentiellement peu résistantes au broutement. Et on est allé se valider avec une revue de la littérature à la fois des composés chimiques qui nous ont permis des fois de faire des ajustements, comme la distinction entre cerisier tardif et chêne rouge avec les composés que nous, on avait analysés était très, très faible. Par contre, dans la littérature, on apprend que le cerisier tardif a un précurseur du cyanure dans les feuilles. Donc, une fois qu'ils sont brisés, il va relâcher du cyanure. Et ben, c'est pas bon pour la santé, du cyanure. C'est même lié à des mortalités chez les chevaux, pas chez les cervidés. Là. Eux, ils sont capables de dealer avec ça. Donc, on est allé se valider aussi. Et là, c'est ma gorge, je suis désolée, je suis malade depuis le mois de septembre. Des fois, ça pogne. On est allé se valider avec le broutement réalisé en milieu naturel et ça ressemblait beaucoup, sauf pour deux espèces qui sont plus broutées que ce qu'on s'attendait. Donc, le tuya et le pain blanc. Et ben, c'est parce qu'on a des spécialistes. Le cerf de Virginie a probablement des adaptations qui lui permettent de composer le tuya malgré sa grande quantité de terpènes. Et c'est pas les mêmes terpènes qu'on trouve dans les épinettes. Je suis presque à la fin en plus, c'est que tout va bien. Le suivi du dispositif nous permettra de valider le classement, notamment entre les analogues climatiques. C'est ce que j'espère faire dans les prochaines années. Là, je suis vraiment contente que ma voix lâche là parce que j'arrive à la fin. J'ai réussi. Merci aux nombreux co-auteurs. Merci à vous d'être ici. Puis, ben, je vous ai mis plein de références là, si ça vous intéresse. Exactement. Franchement, merci beaucoup, Émilie. On va avoir des questions dans la salle, j'imagine, et en ligne également. Eh ben, on a déjà plein de mains levées en ligne, le public en feu. François, veux-tu commencer? Non, c'est des applaudissements. Ah, des applaudissements. Ah, pardon, je pensais que c'était des mains. Je vais les prendre aussi. Ah, ben, on va. Catherine. Je vais y aller, moi. Ah, ton micro. Mon micro. Non, il marche ton micro. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui. Parfait. Et merci, Émilie, pour la présentation. Écoute, ça me parle beaucoup, tout ce que tu as fait. Moi, je travaille plus en faune aquatique, un petit peu en faune terrestre. Tu nous as présenté la migration assistée qui semble être bien reçue de la part de ton gouvernement. Puis là, je ne veux pas te pitcher devant un train, là. C'est quoi, d'après toi, un peu comment vos homologues du MEL-CCFP vont s'adapter un petit peu à cette migration assistée-là? Parce qu'on n'a pas une bonne connectivité, les animaux ne migreront pas aussi bien. Il va peut-être falloir faire une migration assistée aussi des animaux pour suivre les analogues climatiques végétaux.
Donc, est-ce que vous avez commencé à discuter de ça, voir si le gouvernement va suivre l'autre volet de votre gouvernement qui travaille plus en faune, va emboîter le pas? Parce que vous êtes, je pense, en avance des réflexions là, au niveau faune, là. Ben, c'est drôle encore, hein, parce que, bon, disclaimer, mon chum est à la faune. Ah Puis, ben, mon labo de maîtrise et de doc forme une grande partie du secteur faune aussi. Je sais qu'il y a des discussions qui se font. Mais est-ce qu'on en est là? Puis je trouve que il y a un pas, il y a quand même des grosses questions d'acceptabilité sociale là-dedans. Nous, on a un volet d'acceptabilité sociale. Il y a un étudiant qui a publié là-dessus. C'est quand même bien reçu, effectivement, la migration assistée des provenances. La migration assistée des essences, pas toujours. Ben là, si on parle de cerisier tardif, il y en a dans le sud du Québec. Ça va. Là, si on va plus loin, là, il y a plus de résistance, là. Mais c'est quand même, le milieu forestier, je veux dire, il s'est planté de l'épinette de Norvège. Sauf qu'il s'en plante, en tout cas, les questions autour de ça sont aussi, c'est pas non plus apprécié, ça marche pas dans les certifications. Fait que, bref, il y a quand même des blocages. Puis là, en fond, moi, personnellement, en tant que biologiste, écologiste, le blocage que j'aurais, c'est la capacité de déplacement. Je veux dire, on va planter, il y a des études qui ont été faites sur l'épinette de Norvège, puis elle se déplace pas vraiment tout seule finalement, là, elle se reproduit pas nécessairement tout seule. Bon, là, on plante des essences, est-ce qu'elles vont être capables de se reproduire, mais c'est pas tout de suite, là, c'est dans vraiment très longtemps. Tandis que si on déplace des espèces animales, c'est un tout autre combat, là. Surtout si, là, tu me dis milieu aquatique, là. non, mais je parle aussi en milieu terrestre, il va C'est peut-être ça. falloir, si la connectivité écologique n'est pas suffisante pour permettre, si on essaie vraiment de la restaurer, puis de s'assurer que les analogues climatiques sont connectés, là. Mais il Ouais. va peut-être falloir agir aussi, tu sais, peut-être faire une migration assistée de prédateurs pour vous aider à ce que l'établissement des espèces végétales fonctionne bien, pour limiter un peu le broutage. Donc, tu sais, tout ça va devenir complexe en termes de gestion écosystémique. Puis là, ben, tu sembles dire que vos analogues OME, CCFP pensent déjà à tout ça. Ben, il y a Vous des allez idées faire. d'observation, mais pas pour les cervidés et les prédateurs. Le prédateur principal sur lequel on se base pour la gestion des cerfs au Québec, c'est nous autres. Fait que je pense que c'est plus dans les plans de relève de chasseurs quasiment là, à ce niveau-là, là. Mais Mais c'est des questions, entre tu sais, autres. les questions sont là, puis je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là, que tu soulèves là, qui a beaucoup d'implications. En tout cas, chapeau pour la présentation. C'était vraiment c'était de la belle science. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a dans la salle, Fred? Après ça, on viendra à François, là. Il y a, dans le cadre du projet que je chapeaute sur le carbone, il y a l'équipe là, à l'UQAC qui travaille beaucoup sur comment les cellules croissent selon la phénologie en lien avec la saison. Ce qui montre, c'est les, les provenances du Sud, lorsqu'on les ramène sous nos climats, n'ont pas d'effet bénéfique sur la productivité, alors que si on prend des provenances du Nord, donc c'est l'inverse de ce qu'on est habitué de voir, c'est les provenances du Nord qui vont produire le plus de gains en productivité. Donc là, ce que tu montres, c'est que celle du Sud semble avoir une propriété inhérente de meilleure résistance à tolérance à la sécheresse que le potentiel hydrique, donc la différence de provenance. Mais au niveau de la productivité, c'est l'inverse. Ça serait plus celle du Nord qui serait intéressante. Est-ce que C'est vous avez toujours des meilleur. provenances du Nord qui pourraient être intéressantes à tester justement au niveau de la croissance, de la survie? Non, on n'en a pas fait. C'est intéressant, puis j'ai pas mentionné, mais le site à Simon-Couche, c'est Sergio Rossi qui l'a Ok, installé. Ouais, fait qu'il il est dans le projet avec Annie Deslauriers aussi. Là, eux, ils vont explorer des questions. L'idée, c'était aussi d'avoir des sites que c'est pas le ministère sous la responsabilité, parce qu'on peut pas, c'est de la job. On peut pas tout installer ça. Puis en plus, il y a des questions locales, tu sais, qui sont d'intérêt, puis des expertises locales qui vont pouvoir s'exprimer. Fait que Sergio va aller regarder les questions de phénologie. Je pense que, en réponse à ta question, j'ai peut-être pas été, je l'ai pas dit en fait. L'idée dans la migration assistée, c'est pour maintenir la productivité et l'état des forêts, mais dans une idée que de limiter les risques.
une idée de résilience des forêts, d'avoir des espèces qui sont plus résilientes aux risques climatiques. C'est pas nécessairement comme ça a été fait dans le passé. On amène l'épinette de Norvège, on déplace des choses pour uniquement la productivité là, court terme. C'est plus dans cette idée-là de minimiser les risques. Ce serait intéressant ça aurait été intéressant de planter, d'aller chercher des provenances plus au nord, sauf que on n'aurait pas pu déplacer des essences comme ça. On n'aurait pas eu de cerisier tardif plus nord. Puis, fallait faire des choix aussi. On va aller à François. Oui, bonjour Annie, merci pour la présentation. Je suis d'accord avec Catherine, c'était vraiment intéressant. Ça nous ouvre non seulement sur ce qui se fait en ce moment, mais aussi sur l'idée de la migration assistée et puis qu'est-ce que ça donne concrètement comme résultat. Mais là, la migration assistée, c'est un peu se projeter dans l'avenir. J'aimerais ça me projeter encore plus loin dans l'avenir en posant la question suivante. C'est qu'il va y avoir des croisements entre les individus qui sont indigènes et les individus qui auront été amenés de provenance plus méridionale. Et je me demande jusqu'à quel point, si ça a été réfléchi, jusqu'à quel point il y aurait une dilution des gènes si les caractéristiques qui mènent à la tolérance ou à la résistance sont héréditaires. S'il n'y aurait pas finalement tout à recommencer pour les petits-enfants que nous aurons. C'est vraiment très pertinent comme question. Moi, il y a comme deux aspects. Écologiquement, puis là, je suis pas une généticienne, puis il y a aussi l'aspect génétique. DREAM, c'est pas le plus développé versus d'autres projets comme Transex ou des choses comme ça. Écologiquement, oui, ça pourrait diluer cette meilleure capacité, par exemple, à tolérer les sécheresses. Mais au niveau forestier, c'est pas tant ces arbres-là comme reproducteurs qui nous intéressent. Nous, on les plante pour créer, une forêt, puis potentiellement récolter ce bois-là, là, effectivement. Mais l'idée de la migration assistée comme outil sylvicole, c'est effectivement qu'on va le répéter tout le temps. On va continuer à suivre les déplacements de provenance, d'où nous proviendraient les semences les plus pertinentes, lesquelles planter, quelles essences planter. Fait que c'est effectivement tout le temps dans une question de renouvellement. Fait que c'est pour, si on y va, là, mettons qu'on prend l'image globale de l'aménagement forestier au Québec, on vise principalement sur une régénération naturelle, mais à certains endroits, d'autant plus avec les changements climatiques, on y va vers une régénération artificielle, du reboisement ou de l'ensemencement, là, quoi que ce soit quand même plus marginal. Là. Puis, dans ce reboisement-là, nous, on propose la migration assistée comme un outil potentiel, une façon possible de faire ce reboisement-là. Donc, toujours à répéter. Merci. D'autres questions? Oui, allô? merci pour la présentation. Je vais revenir un petit peu sur le sujet amené par Catherine. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de migration assistée, notamment des prédateurs, des cervidés, ils sont déjà naturellement présents dans la forêt. Je parle de l'Est, de mesure. Aux États-Unis, ils utilisent beaucoup la prédation. Parlez-vous pour réguler le problème de broutement? Est-ce qu'au Québec, on en parle de ça? C'est vraiment considéré qu'il n'y a que l'être humain qui est un prédateur Je ne veux pas parler pour la faune en disant qu'il n'y a que l'être humain, là. Je pense que c'est notre mode principal. Aux États-Unis, ils utilisent des loups. Oui, en fait, j'ai été en contact dernièrement avec la compagnie de l'État, Eric. Oui. On dit qu'ils ont eu un audit dernièrement, et puis la personne venait du Wisconsin. C'est un agriculteur du Wisconsin. Et au Wisconsin, ils ont réintroduit le loup pour gérer les problèmes de broutage et ça a réglé le loup. Ah, ouais. Je sais qu'ils utilisent aussi des sharpshooters, comme ils ont fait avec la maladie là, qui est sortie d'un élevage au Québec. Puis, ils font aussi de la stérilisation des femelles. C'est une technique qui coûte très, très cher. Donc, je te dirais qu'au Québec, de ce que j'en sais, on est plus dans la gestion par la chasse. Puis,
j'ai quand même lu souvent là, sur les méthodes de contrôle du broutement, qu'elles soient justement en allant gérer les populations ou en faisant des méthodes de protection. Puis les clôtures, c'est pas mal la seule méthode là, qui a une grande protection, mais tu peux pas faire ça à l'échelle d'une forêt publique. C'est un truc expérimental ou un truc de forêt privée ou de liniculture très intensive là, où on veut produire un arbre d'excellente qualité. Là. Puis sinon, ben, c'est le contrôle des populations. De réintroduire les loups à des endroits pour ça. Hey, moi, j'imagine, ça me fait réfléchir parce que là, tu sais, on a des secteurs au Québec où on a aussi des caribous, des populations extrêmement déclinantes. Puis on le sait, le problème de compétition apparente, bon, peut-être pas tout le monde le sait ici, là, mais la dynamique entre le caribou, l'orignal et le loup, c'est que les populations de loups se maintiennent sur de l'orignal à plus haute densité, mais le caribou est une proie plus facile à attraper, à manipuler, fait qu'ils vont prendre une mortalité là, excédentaire à cause de ça. Fait que si on se met j'ai l'impression que si on se mettait à encourager des populations de loups, là, C'est définitivement il y a des multi-problèmes là où il n'y a pas de caribou. Ouais. Si c'était en discussion au gouvernement ou pour l'instant, pas du tout. Pas à ma connaissance, mais depuis qu'on nous a séparés, il y a un schisme dans ma maison même. Non, non, mais les communications sont moindres quand même. Puis c'est sûr que, puis là, je dis pas quelque chose, je pense, de gênant, là, c'est pas très bien intégré au Québec, comme à plein d'autres endroits ailleurs, là, la gestion forêt-faune, là, la forêt comme un milieu multi-usage, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a des intérêts, des industries différentes. Je dirais par contre, si on avait à relâcher quelque chose, le prédateur naturel du cerf, ce serait plutôt le coyote, là, habituellement. Là. Surtout le loup, mais le coyote de l'Est, là, il y a des mentions. Ouais. Maintenant, il est capable de chasser le cerf. Ouais. Mais ils sont déjà présents au Québec. Hein. Oui, ils sont là. Ils sont là. Oui, puis les conflits, là, je veux dire, il y a un coyote à Montréal, puis ça fait les nouvelles. Ont été ouais, non. problématique, là, mais je voulais juste savoir, par curiosité, si au gouvernement, il y avait des discussions qui allaient dans ce sens. Ça m'incite quasiment la prochaine fois que je vais croiser les personnes appropriées. Je leur poserai la question. Juste pour dire, Catherine, elle a mis dans le chat qu'il n'y avait aucune acceptabilité pour l'introduction de prédateurs dans le sud, à tout le moins, là. Après, je sais pas si tu veux préciser ça, Kat, qu'est-ce que tu disais? Ou, Ben, je pense qu'Émilie l'a bien résumé. Tu sais, il y a un coyote à Montréal, puis ça fait une levée de bouclier pour l'abattre, là. Donc, j'ai travaillé sur des enjeux d'acceptabilité sociale en terrain privé et en terre publique. Il n'y en a pas pour l'introduction de prédateurs dans le sud du Québec, mais tu sais, si on monte un petit peu plus haut, là, où petit exemple, Angélique travaille, tu sais, ça pourrait être bien de favoriser la survie des prédateurs, puis peut-être s'assurer que la réintroduction ou un effort mis à ce que nos densités de prédateurs soient plus grandes pour être vraiment intéressant. Dans le Nord, il y a une plus grande acceptabilité sociale d'avoir des prédateurs, mais définitivement pas dans le Sud. Donc, il faudrait travailler sur, comme tu l'as dit, des opérations d'abattage comme sont faites dans les parcs nature dans la région de Montréal présentement. Oui, puis ils ont réussi les parcs nature à Montréal, comme ils n'ont pas réussi à Longueuil à avoir l'acceptabilité là, pour toutes sortes de raisons. Là. Je pense qu'il va y avoir des études un jour très, très intéressantes sur ce qui s'est passé. Là. Juste de faire comprendre, personnellement, là, ça fait depuis 2018 que je suis dans un milieu dominé par des ingénieurs forestiers. J'ai même fait ma demande. Je vais éventuellement être ingénieur forestière. Mais on va en forêt là, avec eux. Ils sortent tout le temps. Ils font des visites en forêt, les ingénieurs forestiers, beaucoup. Puis juste de montrer le broutement, il y en a qui réalisent même pas que c'est ça. Ils le voient même pas. Puis une fois qu'il y en a un fort broutement, certaines choses qui disparaissent. Donc, c'est encore plus difficile à montrer. c'est digéré. Oui. Ben, ce qui est vraiment sélectionné fortement, là, comme le tuya. Là, on est allé dans notre deuxième plantation, on a planté de la pruche aussi. Ça aussi, ça va être, ça va disparaître. Puis, en ce moment, les tuyas sur notre premier site, ils sont encore là. Il y en a des fois, je suis regardez comme ce tuya est magnifique.
il est dans une petite combe, probablement que l'hiver, il est complètement caché. Il va sortir, puis à un C'est moment pas ce donné, qui l'attend. c'est pas ce qu'il attend. Mais il va végéter après, dans une certaine hauteur, puis un jour, ben, il sera plus capable, peut-être. Faut qu'ils ont une bonne capacité de tolérance, là. Mais... Moi, j'avais une question, je sais pas s'il y en avait d'autres. J'avais une question sur tes relations entre le broutage, justement, et la composition chimique, évidemment. Euh, c'est assez gros de partir de plein d'espèces puis de faire genre une extraction de flavonoïdes. Déjà, j'imagine c'est un ensemble de molécules. Oui, Déjà, c'est grossier, hein. Non, mais parce qu'en fait, je me questionnais sur est-ce qu'il y a des corrélations effectivement multi-espèces comme ça entre la quantité de terpènes et le broutage ou quantité de flavonoïdes, broutage? Est-ce que c'est une corrélation qui existe en fait? J'ai fait une des parties que j'ai faites là, dans ce projet-là, c'est une grosse revue de littérature systématique pour trouver ça. Puis, ça, des fois, ça allait dans tous les sens. Terpènes, là, quand même. Terpènes, Terpènes, je peux voir un lien assez bien. c'est assez bien. Flavonoïdes, c'est pour ça que j'ai essayé après de voir en fonction de ce que je trouvais comme groupe plus précis. Flavonoïdes Ben, aussi. les flavonols, en fait. Moi, je vois bien les flavonols parce qu'ils sont amers. Oui, il y a ça. Ça pourrait être ça, mais tu sais, est-ce que tu as distingué des flavonols? Non, on est allé vraiment flavonoïdes totaux. C'est assez grossier. Je voulais essayer de trouver quelque chose qui pouvait nous permettre, parce que oui, idéalement, là, je fais des analyses métabolomiques, tu sais, on aurait quelque chose de très complet. Ben, ça dépend, tu sais. J'aurais aimé ça, moi, un jour, faire ça, puis j'ai jamais eu comme le labo, puis tu sais, la capacité, puis fait que là, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on serait capable d'estimer? Puis c'est ce que je veux suivre là, dans le futur, si mon estimation, très rough, là, tu sais, va être liée au broutement, particulièrement entre les analogues climatiques. On va voir une différence parce que c'est quasiment une expérience de cafétéria, là. Les quantités n'étaient pas nécessairement égales, là. Je suis prudente, là, mais bon, mettons qu'on prend les épinettes, mais les épinettes, c'est pas goûté, là, mais les productions, la production d'épinettes au Québec, on en fait beaucoup. Avec la pépinière top-notch, là, les épinettes, peu importe la source de semences, la variabilité, ils étaient capables de nous produire des épinettes qui avaient toute la même taille ou presque. Quand on arrive dans des choses qui produisent moins souvent, puis peut-être qu'il y avait des semences qui étaient moins bonnes, il y avait des... c'était pas toujours aussi facile, il y avait des différences là, entre les productions. Là. Mais bref, on a planté des choses qui étaient à un stade similaire de croissance, qui avaient été produites dans la même pépinière, sur les mêmes régies de croissance. C'est d'aller voir dans le futur comment ils vont être broutés. Sauf que c'est sûr qu'une fois qu'ils sortent du couvert de neige, ils ont plusieurs années de croissance, sont influencés par l'environnement aussi, plus juste par la rigidiculture. Mais là, j'ai une question à 100 pièces avec ça. OK. Je sais pas, je sais pas si la réponse existe à quelque part, mais tu sais, nous autres, les humains, on goûte pas tous pareil. Oui. Les CFD ou... Oh oui. Est-ce qu'ils goûtent comme nous autres et est-ce que, tu sais, je veux dire, ça doit affecter qu'est-ce qu'ils choisissent? Ça? Est-ce qu'ils ont, tu sais, ta question, c'est est-ce qu'ils ont des préférences individuelles? Ouais, ben oui, des préférences, justement, mais même pas juste au niveau de l'espèce, mais au niveau de l'individu. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai des choses que j'ai faites dans le passé là, qui répondent en partie à ça. D'un, oui, il y a la variabilité intraspécifique dans une essence, ils sont capables de réagir à ça. Absolument. Puis il y a des expériences partout dans le monde, là, même sans même goûter, des fois, là, simplement, là, les terpènes. Hein? Puis après, il y a aussi des préférences individuelles. Moi, mon hiver dans le Pontiac, j'ai mis des branches puis des caméras dans le bois, puis j'ai regardé ce que les cerfs mangeaient. Puis c'était difficile parce que c'est pas parce que tu mets la branche qu'ils viennent. Mais j'ai tout un hiver de vidéos là, qui ont été analysées. Puis, chose intéressante, le hêtre à grande feuille, ça se mange quasiment pas. Là, avant, je disais, c'est pas quelque chose qu'ils mangent, mais je discutais avec des gens du Mont-Saint-Hilaire récemment, puis là, bon, ils mangent du hêtre là-bas, puis ça, c'est comme... En fait, ce sera une réponse après. Mais bref, il y avait sur mes caméras vidéo un fan qui avait perdu sa mère qui mangeait systématiquement du hêtre. Fait que, juste pour illustrer. Il a perdu mort, là. Ouais, il était perdu un petit peu. Mais je pense que ça illustre, il y a des questions, il y a des choses qui sont innées, il y a des préférences individuelles. Ça varie entre les individus, entre leurs conditions à ce moment-là.
Il y a aussi des questions d'apprentissage, puis c'est quoi qu'on devrait manger quand on est dans un centre, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être mal au ventre, là, c'est très, très milieu, l'être. Puis bon, la parenthèse sur le hêtre ou non Saint-Hilaire, bon, il me disait ça, les gens, puis j'étais comme, mais c'est pas, ils mangent pas vraiment du hêtre. Puis il était, oui, il y a rien partout. Mais autour, ils ont beaucoup de pomiculteurs, de champs. Puis il y a un article très, très intéressant qui est sorti récemment sur le broutement sur les ligneux dans des forêts à proximité de champs. C'est en Europe, je pense que c'est en Allemagne. Puis le broutement va varier en intensité en fonction du type de culture. Donc, quand c'est des cultures qui sont plus riches en énergie, il y a plus de broutement sur les ligneux dans les forêts à côté. Et une hypothèse possible, c'est que ils doivent balancer à un moment donné, là, ce sont des réacteurs qui fonctionnent à plein. Fait que là, s'ils fonctionnent juste sur quelque chose qui se gère extrêmement, il faut comme de la fibre pour ralentir un petit peu. Fait que c'est toutes ces questions-là de. Puis je pense qu'Angélique est vraiment meilleure que moi là, sur toutes ces questions-là de balance de diète. Non? OK. Un peu, j'y touche un peu, mais c'est d'aller balancer une diète là, à ce moment-là. Fait que c'est des herbivores généralistes. Ils vont manger de beaucoup de choses, mais ils sont très sélectifs en même temps. On ne sait pas s'ils ont une sensibilité à l'amertume ou à... Je pense qu'ils sont capables d'étoffer pas mal C'est parce ça, que les tanins, c'est l'astringence, je te l'apprends pas, là. Mais ces cervidés-là sont capables de dealer avec des bonnes quantités de tanins. En fait, quand tu leur proposes des diètes où il n'y a pas de tanins versus des quantités modérées de tanins, des quantités élevées, ils vont chercher des quantités modérées, là. Ils vont pas l'éviter complètement. Ils ont des protéines dans leur salive qui vont aller s'agglutiner au tanin pour réduire l'effet antinutritif. Parce que, bon, les tanins s'agglutinent aux protéines, donc ça diminue les protéines qui sont disponibles quand tu le manges. Fait qu'ils ils ont vraiment des stratégies là, très avancées. Là-dessus, Ouais. on t'a tiré un peu. Ah, c'est correct. Merci beaucoup. Merci à vous.